Bonjour à tous et à toutes. Merci Samy pour ton invitation et pour ta présentation chaleureuse. Et donc oui, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais effectivement vous dire un peu moi d'où je parle et vous préciser quelques petites choses pour moi et ça permettra que vous me situiez un peu mieux. Donc moi effectivement je suis un ancien tennisman, disons de bon niveau national. J'ai eu un parcours après en études supérieures en histoire et en sociologie. Et j'ai effectivement réalisé une conférence gesticulée là-dessus, qui est donc un objet d'éducation populaire. Et j'ai poursuivi donc ce travail de recherche sur la question sportive autour d'un livre qui est donc ici, que vous pourrez retrouver à la librairie Dialogue notamment. Et en fait, je tente effectivement dans ce livre de démontrer que le système sportif fédéral actuel dans lequel nous vivons est en réalité l'héritier d'un modèle sportif bourgeois qui est né au XIXe siècle dans les écoles élitistes britanniques et que c'est un modèle qui est centré sur des affaires de compétition, de performance, de hiérarchisation sportive qui délaisse de fait les valeurs éducatives auxquelles le sport pouvait prétendre jusque-là. Et donc je montre que c'est un système qui génère énormément de violence, qu'elle soit physique, psychologique, voire sexuelle même. Et pour autant, le modèle sportif fédéral ne cesse de clamer son apolitisme et il reste vraiment sourd à la critique. Et d'ailleurs, il a plutôt tendance en fait à produire de la dépolitisation chez les personnes qui passent en fait au sein de ces institutions sportives. Et je dis dépolitisation, mais je vais même un cran plus loin dans le livre, et tu l'as un peu rappelé, Samy, c'est que, en fait, je montre que par la promotion et la défense d'un certain nombre de concepts, comme le talent, le travail, l'effort, le mérite, etc., finalement, ce système sportif fédéral, il a tendance à faire adhérer les personnes à l'idéologie capitaliste et à l'ordre social existant. Et je montre effectivement que c'est pas une fin en soi, qu'il y a eu d'autres modèles sportifs qui sont apparus. Il y a eu des modèles concurrentiels, quelque part, des paradigmes concurrentiels, notamment avec une vraie bataille culturelle, on va dire, sur le modèle sportif, notamment à partir du XXe siècle en France, à tel point que des sociologues, par exemple, comme Charles Suot et Jean-Michel Faure, disent ceci: dans le sport, on combat toujours deux fois, pour vaincre sportivement et pour charger le combat d'enjeux sociaux au contenu très ouvert. Et je crois que ça dit bien la neutralité, intrinsèque du sport, sa plasticité, mais la façon dont on l'institutionnalise, la façon dont on l'organise, fait pencher la balance d'un côté ou de l'autre, si j'ose dire, c'est-à-dire produit telle idéologie ou telle autre, diffuse telle valeur ou telle autre, etc. Et donc j'ai effectivement essayé d'être force de proposition aussi, alors modestement, hein, dans ce livre, mais en tout cas d'essayer d'imaginer un autre paradigme sportif, un sport voilà, qui serait émancipateur, qui serait centré sur le bien commun et non sur des logiques de haut niveau, et qui serait porteur de d'autres valeurs. Et donc l'enjeu pour aujourd'hui n'est pas tellement de transposer cette analyse des fédérations sportives à la question de l'EPS, parce que ça ne fonctionnerait tout simplement pas, mais plutôt de conserver ce schéma d'état des lieux, on va dire, d'analyse avec des outils sociologiques, etc., dans un premier temps, et d'esquisser après des pistes de réflexion afin que ça puisse générer du débat entre nous pour ce qui nous occupe pour ces 2 jours. Et donc, effectivement, moi je précise aussi, parce que c'est important, je pense, pour la suite de l'exposé, que moi-même je ne suis pas un traumatisé de l'école, quoi. Je suis un enfant de la petite bourgeoisie culturelle, donc j'ai eu un parcours scolaire très tranquille, j'ai eu accès aux études supérieures, et je ne suis pas non plus un traumatisé de l'EPS, parce que je le disais, j'ai commencé le tennis à haute dose assez tôt, et du coup j'étais plutôt le chouchou de mes profs d'EPS durant toute ma scolarité. Mais je dois dire du coup que si pour ma part je n'ai pas été un élève traumatisé de l'EPS, force est de constater que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et encore aujourd'hui, il y a un certain nombre de témoignages, malgré tout, qui nous parviennent, qui sont assez critiques sur la pratique en EPS. Et ça me semble important de les entendre et d'en dire quelque chose. Alors, je m'appuie sur 3 supports notamment différents. Un premier article de Nicolas Framont, qui est paru, donc qui est sociologue de formation, qui est rédacteur en chef de Frustration Magazine, et qui est paru en avril 2024, à la suite d'un appel à témoignage.
un documentaire Mediapart qui est sorti le mois dernier de Cécilia de Hartz qui s'appelle Niveau Zéro, Histoire de nul en sport. Et enfin l'émission Le téléphone sonne sur France Inter, l'émission du 6 novembre 2025 qui s'intitule Nul en sport, les traumatisés de l'EPS, et le ravitaillement arrive à ce moment-là. C'est magnifique. Merci beaucoup. Alors, je précise malgré tout que ce genre de production, qu'elle soit écrite ou non, existe en particulier sur l'EPS et qu'on a du mal à les trouver en fait sur d'autres matières, alors que je pense qu'on n'aurait pas de mal à trouver des traumatisés des mathématiques ou du français, mais je crois que ça dit la spécificité de l'EPS, ou du moins la spécificité du traitement réservé à l'EPS, mais j'y reviendrai. Alors dans ces témoignages, déjà, on retrouve presque systématiquement les questions, alors Alain parlait des inégalités tout à l'heure, mais là en l'occurrence on retrouve la question de la grossophobie. Et pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, la minceur est érigée en norme de beauté, de santé, voire de réussite sociale. Et ça découle d'une croyance qui est profondément ancrée, qui est que être gros ou être grosse serait mauvais par essence, donc être mince serait signe de santé, et donc maigrir serait toujours bénéfique. Or, je pense qu'il y a, enfin, c'est pas je pense, c'est qu'il y a beaucoup d'études scientifiques aujourd'hui qui déconstruisent cette idée, et il y a un certain nombre de collectifs et de structures qui militent pour à la fois faire reconnaître la grossophobie comme une discrimination, mais aussi éduquer dès le plus jeune âge à la diversité corporelle, aussi d'un point de vue de santé publique. Et je pense que l'EPS pourrait être un levier important pour cela, étant donné que le corps y est quand même particulièrement exposé. Ces témoignages, ils relatent également, pareil, Alain l'a mentionné, mais des discriminations de genre, avec du sexisme ordinaire, en gros ce qu'on appelle, où les filles se sentent régulièrement humiliées, déconsidérées, reléguées, exclues, etc. Et là encore, ça ne fait qu'exacerber ce qu'on appelle la socialisation genrée, c'est-à-dire l'éducation en fait que reçoivent les filles, où très rapidement les filles vont intérioriser, les jeunes filles vont intérioriser que le sport, ce n'est pas pour elles. Et ce sont des choses d'ailleurs qu'on retrouve après au sein des fédérations sportives, parce que je rappelle que les licences, enfin les filles ne représentent que 38% des licences sportives. Et d'ailleurs, ces violences de genre, elles ont lieu dans les vestiaires, a fortiori, enfin elles ont lieu aussi dans le cours de PS, mais elles ont lieu aussi parfois dans les vestiaires, a fortiori parce que en fait c'est un lieu où les enseignants et les enseignantes ne sont pas présents. Et les vestiaires, on pourrait dire que c'est un lieu où on vient performer son genre, c'est-à-dire qu'on vient s'efforcer de correspondre à des normes de genre. Nicolas Framont parle même d'un test de conformité, et donc du coup ça touche les filles et les garçons, et ça touche même, on va dire, les personnes qui sont jugées déviantes du point de vue de ces normes, avec les personnes qui soit se revendiquent de la communauté LGBTQIA+, soit qui s'interrogent tout simplement sur leur identité de genre ou sur leur orientation sexuelle. Et donc ces personnes eh bien, se retrouvent régulièrement humiliées ou tout simplement rappelées à l'ordre. Il faut bien voir que ces humiliations, du coup, et ces remarques plus ou moins violentes, elles viennent effectivement des élèves, mais elles peuvent provenir malheureusement encore parfois du corps enseignant. Et je m'appuie ici sur une étude de France Stratégie, qui était donc un service du Premier ministre, qui date de 2018, donc c'est pas si vieux, et qui est citée dans l'article de Nicolas Framont, où cette étude revenait, je cite, sur l'attitude des enseignants, souvent très éloignée de la bienveillance, peut préoccuper des élèves les moins sportifs, ne régulant pas les comportements des élèves et ayant parfois eux-mêmes des comportements discriminatoires ou humiliants. Et enfin, les personnes interrogées reviennent parfois sur des méthodes d'enseignement. Alors dans les témoignages, il y a notamment deux situations qui reviennent. Celle de la composition des équipes réalisées donc, par les deux meilleurs garçons de la classe en gros, et qui laissent de côté, là encore, souvent des filles, et qui le vivent comme une énième humiliation. Et la question de la montante-descendante, pareil, qui est un schéma assez connu, où là encore, très souvent, des filles se retrouvent cantonnées au niveau le plus bas, avec une quasi-impossibilité
de gravir les échelons. Alors je sais que c'est des méthodes qui ont probablement évolué avec le temps, mais force est de constater qu'il demeure, enfin en tout cas qu'il y a un décalage malgré tout entre les discours et la pratique. Et je m'appuie ici sur un article de chercheurs suisses, Annabelle Grandchamp, Jacques Méhard et Grégory Coin, qui disent dans leur papier, je les cite, « Les pratiques traditionnelles restent bien présentes malgré la masse d'études tendant à montrer leurs effets non souhaitables. » Là encore, c'est un article de 2018, donc qui n'est pas si vieux, et effectivement qui relate ce décalage parfois entre des discours voilà, d'inclusivité, etc., et finalement une pratique, enfin, en tout cas une réalité empirique qui reste très concentrée sur notamment la performance. Et voilà. Il y a une psychologue qui s'appelle Claire Pétain qui dit que le sport en fait engage son identité de façon beaucoup plus globale. Et je pense que c'est notamment pour cette raison que ce genre d'incidents, j'allais dire, en fait peuvent avoir des conséquences, ce genre de violence, peuvent avoir des conséquences en fait à très long terme pour les personnes qui les subissent. Je pense notamment à une personne dans le documentaire Mediapart qui dit les moments dans lesquels je me sens le mieux, c'est les moments dans lesquels je suis hors de mon corps. Et je crois que ça dit quand même la déconnexion avec son propre corps et la violence parfois du regard qu'on pose sur son propre corps. Et il n'y a évidemment pas que des conséquences qui peuvent concerner le rapport au corps, mais les personnes elles vont aussi être impactées dans leur rapport au collectif d'une manière générale et donc potentiellement aussi dans leur vie professionnelle, vont être impactées aussi dans leur rapport avec l'activité physique en général, avec des personnes qui mettent énormément de temps à y revenir et énormément de temps à retrouver une pratique apaisée et qui fait du bien tout simplement. Et donc si l'objectif, entre autres, de l'EPS est de lutter contre la sédentarité, en sachant, et pareil Alain l'a rappelé en introduction, que c'est parfois le seul moment pour des élèves, des enfants, des ados issus de familles pauvres, c'est le seul moment parfois où ils peuvent accéder à de l'activité physique, eh bien l'EPS se doit de développer des expériences positives pour tous les corps et donc pour tous les élèves. Mais donc je crois que cette importance du corps en EPS, il ne faut pas la redouter, mais plutôt la cultiver, parce que j'ai l'intuition que c'est par le corps que passe l'émancipation. Et donc j'allais dire que l'EPS est enfin le moment dans l'institution scolaire où on utilise son corps et où on peut se défouler, s'exprimer et sortir de l'ennui, voire de la torpeur qui régissent parfois les autres matières. Et donc c'est aussi un moment de revanche pour certains élèves, notamment issus des classes populaires, de s'exprimer en sport et d'y trouver de la valorisation dans une institution qui d'ordinaire les malmène. Et c'est d'ailleurs probablement pour ces raisons qu'il y a 75% des élèves qui disent apprécier le cours d'EPS, en tout cas selon les chiffres de l'éducation nationale. Et donc, l'EPS doit devenir finalement un véritable lieu d'apprentissage et non un espace de validation des acquis que certains et certaines pourraient avoir ou obtenir dans leur pratique extrascolaire. Et pour ça, il faut des moyens. Alors, tu l'as un peu dit, Samy. Je reviens moi sur ce que propose notamment Guillaume Ditch, mais qui est en réalité des revendications que vous avez évoquées. Mais donc Guillaume Ditch, qui est un enseignant agrégé de PS et auteur, effectivement, qui parle, par exemple, comme beaucoup de syndicats du corps enseignant, mais de la baisse d'enfants par classe. Parce qu'effectivement, comment individualiser, comment prendre en considération tout le monde et favoriser l'entraide, l'émancipation par le corps, etc., dans des classes à 30, 35 élèves. En sachant aussi qu'il y a, et pareil, ça a été un peu évoqué, des soucis d'équipement, de proximité des équipements et aussi de vétusté des équipements, puisque Guillaume Ditch, je le rappelle, il y a quasiment un quart aujourd'hui des équipements sportifs qui n'ont pas été rénovés depuis 1985. Mais selon moi, il faut aussi aller plus loin, car j'ai le sentiment que le premier problème de l'EPS, en réalité, c'est qu'il a lieu à l'école. C'est-à-dire dans un lieu de hiérarchisation et de sélection des enfants. Nous vivons
dans l'école de Jules Ferry, et il suffit de le relire pour comprendre que son modèle n'est pas celui de l'émancipation. Il disait notamment que le but de l'école était de préparer des ouvriers pour l'atelier, c'est notre tâche. Voilà. L'objectif en réalité de son école n'est pas tellement de s'attaquer aux inégalités, mais d'effacer le sentiment qu'elles existent. Et je renvoie sur ces questions à un livre de Grégory Chambard et Laurence Biberfield, mais en effet, ça fait plus de 40 ans, en gros, que la sociologie s'acharne à montrer que l'école reproduit et légitime les inégalités. Elle effectue un tri social, en réalité, des élèves, et tu l'as rappelé aussi, Samy, pardon. Donc un tri social des élèves basé supposément sur la notion de mérite, mais qui est en réalité une notion taillée pour les enfants de la bourgeoisie. Et en fait, l'un des instruments essentiels à cette reproduction de l'ordre social, c'est la notation. Alors, vous savez ça probablement mieux que moi, mais en fait, j'ai appris que l'évaluation avait été un élément central dans l'histoire de l'EPS afin de légitimer la discipline au sein de l'institution scolaire. Et en fait, c'est pour pouvoir créer des ponts avec les autres matières que l'EPS a développé des systèmes de notation relativement uniformisés qui ont pu, et qui ont d'ailleurs évolué largement avec le temps, mais en tout cas, c'était pour pouvoir prétendre sanctionner les élèves au même titre que dans les autres disciplines. Or, j'ai l'impression que malgré tous ces efforts, l'EPS a toujours une place finalement limitée dans l'institution, est toujours relativement déconsidérée, délégitimée, etc. en tant que matière scolaire, et donc reste cantonnée à une espèce de matière de seconde zone. Et donc moi je me dis, quitte à être déconsidéré, autant ne pas jouer le jeu de l'institution et aller à l'encontre de sa logique intrinsèque, et donc sortir de la notation. Et je reviens aux chercheurs suisses dont je parlais tout à l'heure, et je les cite. Ils nous disent « La plupart des études montrent que la note, en tant que source de motivation extrinsèque, ne suscite pas l'envie de réussir mieux que les autres et limite l'investissement et les performances en jouant négativement sur les buts d'accomplissement. » Alors il faut savoir qu'en France, il y a eu, durant la dernière décennie, des actions qui se sont multipliées pour supprimer la note. En EPS. Et je cite à nouveau les auteurs du papier qui nous disent « Lors d'une évaluation en EPS expurgée de sa dimension certificative, les élèves ressentent davantage l'aide de l'enseignant, leurs relations s'améliorent et ceux qui sont plus faibles se sentent moins discriminés. » Et donc l'enjeu ici est de mettre l'accent sur des buts de maîtrise et non sur des buts de performance ou de reconnaissance sociale, en se focalisant du coup sur le plaisir de l'élève qui ira donc de pair avec son investissement. Alors je dis aussi que ce n'est pas une idée qui va de soi. Je pense notamment à un podcast, je ne sais pas si vous avez vu passer ça, mais il s'appelle Safe Pace, un podcast animé par Hugo Clément, et qui lui semble militer pour au contraire sévir en EPS, et notamment sur l'aspect de la notation. Alors il interroge vraiment essentiellement que des champions, que des représentants du sport de haut niveau. Voilà, et donc finalement il pose la question, mais pourquoi pas mettre des zéros en sport? Pourquoi pas mettre des zéros comme des profs de maths mettraient des 2, des zéros, etc. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça? Et alors je vous invite à regarder le travail de Coach We Coach là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez, mais alias Alexandre Jaffari, qui est un auteur et qui est formé en STAPS aussi, et qui a donc critiqué notamment ce podcast d'Hugo Clément pour cette espèce de vision un peu réactionnaire finalement, et du coup pour la loi du plus fort, avec une envie d'écraser les autres, quoi. Mais donc dans cette perspective de suppression de la notation, l'EPS en fait pourrait servir de brèche quelque part dans l'institution, puisque pourquoi continuer à noter les arts plastiques ou la musique si l'EPS ne l'est plus? L'objectif étant que les mêmes questions finissent par se poser dans les matières dites principales, et que la notation disparaisse définitivement, finalement, dans toutes les matières. Et donc, il faut bien voir que ce sont des questions qui sont éminemment politiques et qui traitent finalement du rôle de l'école et de quelle institution scolaire nous voulons.
Et donc je reviens à Guillaume Ditch pour finir, parce que il a notamment déclaré dans cette émission de France Inter, il a dit « On forme des citoyens en EPS ». Et à vrai dire, c'est une phrase que beaucoup de profs, pas forcément en EPS, auraient pu prononcer, et même beaucoup de représentants, je pense, de l'institution scolaire, puisque l'école se gargarise de former les citoyens de demain. Et moi, j'ai pour ma part tendance à me méfier en fait de ce genre d'énoncés, parce qu'ils peuvent rester un vœu pieux finalement, parce que je le sais d'autant plus que les fédérations sportives ne cessent de se gargariser de former les citoyens de demain, tout en se vautrant dans l'apolitisme à la première occasion. Or, je pense pas qu'on puisse former les citoyens et les citoyennes de demain, au sens noble du terme, en étant aveugle aux dominations qui structurent notre monde aujourd'hui. Et donc, pour former des citoyens et des citoyennes, l'EPS se doit de politiser son enseignement, politiser par le corps, en créant des espaces de discussion et de pratique saine, afin de former des personnes à l'image de la société que nous voulons créer. C'est-à-dire une société débarrassée des oppressions, des injustices, qui accueille et valorise tous les corps. Merci de votre écoute.